Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Je vais aller regarder si tout fonctionne très bien. Pas de son, me dit Daniel. Décidément, à chaque fois que je fais une revue de marché, j'ai la voix enrouée. Ça doit être la position. Est-ce que vous entendez le son? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, très bien. Bon, alors si je dis à Daniel qu'il y a du son et que ça fonctionne pour les autres, bonjour Gabi. Son, il va pas l'entendre. Bon, ben écoute, bonjour à tous. Bonjour, son et image, ok. Alors attendez, parce qu'il y a un deuxième chat. Je vais aller regarder euh, si j'ai des questions sur ce chat. Bonjour Triade, comment vas-tu? Je me prépare pour aller au boulot. Il est 5h30 du matin au Québec. Oh là là, oui, en effet, je comprends. Je n'ai pas de trade en cours en ce moment. Je scalpe le DAX. Bon, ben c'est super. Peut-être avec la méthode que je t'ai envoyée. Alors, je présume que vous êtes tous en train de lire, ou en tout cas de voir qu'il est possible de lire l'avertissement sur les risques. Je vais regarder encore s'il y a des questions particulières. Bonjour, bonjour Stéphane, Daniel, Landry, Kader, Serge, et je suis vraiment désolé pour ce chat dans la gorge. Patrick, bonjour Patrick, bonjour Pedro, bonjour tout le monde. Bien, je vais commencer. Alors, pour faire un petit peu différent de la dernière fois, je vais essayer de ne pas m'attarder trop longtemps sur les opportunités de trading que nous avions vues la dernière fois. Juste pour vous montrer que si ma mémoire ne me joue pas de tour, nous avions toujours en cours le plan de trading AUD-USD depuis le 27 septembre. Vous imaginez, c'est-à-dire que ce plan-là, je l'ai suggéré lors de la revue de marché du mardi 27 septembre. Les prix devaient être à peu près par ici, là où je fais des petits ronds avec ma souris. Et j'avais dit que si jamais il venait rechercher cette trendline, cette trend, en fait, cette oblique-là, n'est rien d'autre que des mèches que l'on peut observer sur le daily, ce qui est très important et primordial plus que cette trendline, c'est le graphique daily, puisque regardez, si on affiche le graphique journalier, nous voyons bien la perfection de la résistance de ce range avec le nuage Ishimoku qui a twisté en plein milieu du rectangle. La SSB ici représente la zone d'équilibre de ce rectangle, ainsi que la Kijun-sen. Ça, c'est pas forcément toujours le cas. Quand c'est le cas, ça renforce l'idée du range. Cela veut dire que sur les 26 dernières périodes, ainsi que sur les 52 dernières périodes, il n'y a pas de plus haut, pas de plus bas. Donc c'est un range parfait. Donc l'idée était de shorter cette mèche, puisque à chaque fois que les prix avaient fait une mèche comme ça au-dessus du range, ils étaient revenus chercher le bas du range. Et comme je vous le montrais sur le H4, on voit bien que les mèches qui dépassent au-dessus du daily viennent à chaque fois taper cette oblique qui n'est rien d'autre que celle que l'on observe sur le H4. Et donc, les chandeliers, c'est très important quand on trade les ranges parce que sinon on peut se faire piéger. J'espère que vous comprenez cela. Si vous comprenez pas, vous me le dites sur les questions. Tout à l'heure, je regarderai, je repréciserai. C'est très important parce que on peut avoir l'impression, par exemple, prenons ce passant de ceinture, c'est-à-dire ce chandelier bleu qui est ici, que l'on peut aussi appeler un marubozu. Ce marubozu casse en force le haut du range et on pourrait imaginer qu'il s'agit d'un signal d'achat. Sauf que si l'on a bien observé les unités supérieures, c'est l'avantage avec Ishimoku, on fait de l'analyse dynamique sur plusieurs unités de temps, donc on ne peut pas se faire avoir par ce genre de situation. On observe en réalité qu'il est probable que ce chandelier ne soit rien d'autre qu'une mèche, comme nous venons de le voir sur le graphique daily à l'instant. Et donc rebelote, ça s'est repassé ici avec une plus petite mèche, vous voyez, on est venu ici. Il y a eu ici cet avalement qui a donné le signal de vente. Donc moi, j'avais déjà expliqué sur le forum que je ne suis pas rentré, j'ai tergiversé à cause de l'information que me délivrait euh, le directional real volume. Comme quoi le directional real volume est un outil qui, à mon avis, est très 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 pertinent pour l'aide à la décision, mais parfois il peut nous empêcher, si on l'observe trop, d'entrer en position, ce qui a été le cas ici. J'étais rentré, j'ai eu peur, je suis ressorti, donc c'est bien dommage. Ceci dit, il faut quand même observer, et c'est là où je voulais en venir au début de ce programme,
Je disais depuis le 27 septembre, parce que quand même, il faut pas pousser mémé dans les orties. On voit pas ça tous les jours. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu des plans de trading qui mettent autant de temps à se réaliser. C'est-à-dire que là, on a accéléré un petit peu depuis hier, me semble-t-il, mais entre le moment où ça a cassé ici le 29 septembre, cassé, pardon, on a eu le signal ici le 29 septembre, et la journée d'hier, enfin, je sais plus quand est-ce que c'était, enfin, jusqu'ici à peu près, jusqu'au 6 octobre, il y avait même pas 100 points d'amplitude. Vous voyez, le signal, on l'a eu à 76,85. Actuellement, on est à 75,60. Ça fait que 120 points. 120 points, autant de temps, presque 3 semaines pour perdre 120 points. Il faut avoir les nerfs solides pour rester en position aussi longtemps. Cependant, le signal est en cours, il fonctionne très bien. Donc, nous sommes en train d'arriver maintenant, enfin, nous arrivons, on va se repasser sur le daily, nous arrivons sur la zone d'équilibre. Bon, la zone d'équilibre, normalement, là, elle est cassée, mais on peut constater qu'ici, il y a une zone de support à l'intérieur du range, vous voyez. Il y a une zone de support. Bon, ça a tergiversé ici un bon moment. On revient sur le H4. Donc, pourquoi est-ce que je montre cette zone de support qui représente un peu plus de l'équilibre? C'est déjà bon signe parce que quand on n'a pas dans un range shorté en haut ou payé en bas, il y a toujours moyen de prendre le train à la gare suivante. Pour cela, il y a différentes façons de faire. Ici, on observe donc un support-résistance, une résistance qui devient support. Donc, théoriquement, si ce support casse, on va attendre que la Kijun rebaisse, que les lignes de l'Ishimoku descendent, et on va pouvoir s'appuyer sur ces lignes de l'Ishimoku à condition que les prix restent sous la zone des 0,7550 pour pouvoir prendre de nouvelles ventes et aller chercher les objectifs suivants. Donc, en intraday, les objectifs suivants, les voici. Regardez ici, on a un superbe plat Kijun qui peut nous servir d'objectif. Ce n'est pas juste parce qu'il y a un plat Kijun que je dis cela, mais je constate que ce niveau, vous voyez, vous pouvez voir ici, ce niveau a aussi été un niveau de support à l'intérieur du range ou de résistance par le passé. Et puis une fois qu'on aura franchi cette zone, la zone suivante, je vais l'ajuster un peu, donc ça va être faux en haut, mais voilà, on va l'ajuster sur le corps des chandeliers. La zone suivante, c'est le bas du rectangle à 0,7460. Donc nous avons 0,75 en intraday à aller chercher. Donc là, évidemment, si on cherche à le faire sur H4, ça va être difficile, mais peut-être que dans la journée, à condition qu'il n'y ait pas de statistiques importantes, j'ai pas regardé parce que s'il y a des statistiques importantes, ça va être un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, c'est déjà plus ou moins ce qui est en train de se passer. Je me demande même si on pourrait pas envisager de commencer à vendre maintenant. Alors encore une fois, les directional real volume me posent problème puisque la grande majorité des particuliers, alors ici ils étaient à l'achat, vous voyez, sur le niveau de support, la grande majorité des particuliers étaient à l'achat, poum, ça a cassé. Donc maintenant, on est en train de faire un pullback ici et visiblement, tant que la Kijun Sen ne casse pas, il y a possibilité de shorter. Sauf que il est préférable que ça se stabilise et d'avoir une Kijun bien plate. Là, il y a encore du momentum dans le sens où la Kijun est orientée. Il faut attendre qu'elle s'aplatisse pour éventuellement prendre appui dessus et vendre. Après, on peut vendre aussi sur cassure. Tant que les prix ne sont pas trop éloignés de la Tenkan, en dessous de ce plus bas et venir chercher ce niveau. Donc il y a deux possibilités. La troisième serait de voir, alors voilà, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un repli sur cette oblique, parce que vous voyez, quel que soit l'oblique que l'on trace, pour le moment, on ne peut pas les tracer correctement, puisqu'on n'a pas 3 points. Et vous savez que pour tracer une oblique, il faut avoir 3 points. Si on regarde sur le H1, qu'est-ce qu'il nous raconte le H1? Voilà, il faut faire attention. Il y a une cassure de range ici, mais il faut bien faire attention. Donc, vous voyez, le signal se confirme un petit peu partout. Voilà, on va le mettre ici. Tac, on revient dedans. Voilà, donc cette zone est à surveiller. Si on casse cette zone, à mon avis, il est possible de vendre. Ici, on a un superbe doji étoile filante suite à cette petite couverture en nuage noir. Donc, vous voyez, ici et maintenant, je dis que selon moi, alors je ne donne pas de signaux, ça n'engage que moi, il va bientôt être possible de vendre. Mais il faut faire attention, puisque regardez, les stochastiques sont très basses. Il peut y avoir une remontée supplémentaire avant de vendre, mais à surveiller. Ça, c'est si on veut faire un trade dans la journée en intraday pour aller gagner une quarantaine de points. Vous savez que si on fait un trade par semaine à une quarantaine de points, c'est largement suffisant pour faire de superbes plus-values sur notre compte de trading et qu'il est en rien nécessaire d'over-trader. Moi, la semaine dernière, nous sommes mardi, j'ai pas tradé. La semaine dernière, je n'ai fait qu'un trade, l'euro-yen, que j'ai publié dans la cellule de veille du forum et qui nous a offert 30 points. Et ça me suffit amplement.
Il me suffit de faire quelques trades comme ça par mois. Bon, j'en ai fait plus, vous regarderez sur le journal en septembre, ça s'est assez bien passé. Octobre commence très bien. J'ai un trade gagné, nous sommes que le 11, j'ai fait un trade de 30 points, mais c'est merveilleux, j'ai fait une belle plus-value, il suffit que j'en fasse 2 ou 3 autres de plus, et puis c'est largement suffisant. Donc AUD-USD, nous avons une possibilité, une probabilité de signal ici, mais comme je disais, attention, on est un peu en survente, hein, regardez ici, les prix sont loin de Tenkan, c'est un petit peu dangereux de rentrer maintenant, il faut attendre un repli ou une nouvelle cassure ici pour venir chercher très très vite. Sur cassure, on peut aller chercher très très vite des objectifs comme ça de 30-40 points. Il y a une autre possibilité plus sereine sur la UD-USD, puisque si on n'a pas vendu en haut, c'est de tracer une oblique comme ça et d'attendre que les prix viennent chercher le troisième point. Alors, est-ce que ça va être ici, vous voyez, si on tient compte de ce point, mais qui n'est pas véritablement central? Est-ce que c'est juste un léger dépassement? Est-ce que ça, c'est le deuxième point? Ce serait pas mal. Et si là, les prix reviennent chercher l'oblique, donc là, éventuellement, nous pourrions vendre, pour suivre la tendance qu'il y a à l'intérieur du range, nous pourrions vendre si les prix reviennent sur cette oblique, pour éventuellement venir chercher ce premier objectif de nouveau, le deuxième et le troisième. C'est plutôt le plan que je vais privilégier parce qu'il est plus serein. Il est plus serein, il est plus cool, moi j'aime bien le trading cool. Donc voilà le plan de trading sur AUD-USD qui est en marche ici, hein, qui est en marche, celui qu'on avait décelé le 27 septembre. Et le deuxième plan de trading serait de récupérer la marche avec, en s'appuyant sur la ligne de tendance qui n'est rien d'autre que le canal descendant à l'intérieur du range. D'ailleurs, en parlant de canal descendant, voilà, là, comme ça, au moins, ça va calmer mes ardeurs concernant ce probable signal. Vous voyez, c'est pas si simple. Il est préférable, à mon avis, d'attendre un repli sur l'oblique ici pour éventuellement venir chercher. Donc on va garder ça en mémoire et on en reparlera mardi dernier. Voilà le plan de trading de la UD-USD. Premier plan qui est en marche, on a déjà plus de 120 points. Deuxième plan, un contact ici sur cette oblique, étudier la possibilité de revenir chercher le canal. Puisque dans un range, je vous le montre, ça fonctionne comme ça. On dit toujours, Patrick, il trade les ranges. Mais Patrick, il trade les ranges parce que souvent, les canaux, les tendances sont incrustées à l'intérieur de range. C'est pour ça que je trade les ranges. Vous voyez, là, on a le canal descendant à l'intérieur du range, le canal ascendant à l'intérieur du range. Regardez, ce que je vous explique ici, c'est exactement la même chose ici. On casse la zone d'équilibre, les prix se replient ici sur l'oblique, et alors là, c'est royal, parce que à la fois sur l'oblique et sur le plat qui jaune, magnifique avalement, signal d'achat, on va chercher le haut du range. Ici, c'est la même chose, ça descend, ça descend. Donc là, il y avait peut-être une opportunité, mais nous n'avions qu'un deuxième point. Et on va étudier la troisième possibilité. Si les prix reviennent chercher le canal, ça peut être ici, ça peut être plus bas, ça peut être ici, peu importe. À ce moment-là, exactement comme on pouvait le faire ici, il y a la possibilité de le faire pour aller chercher le bas du range. Voilà comment est-ce qu'on traite des ranges. Soit on les vend en haut, on les paye en bas, soit on traite la tendance qui est à l'intérieur du range, mais pas n'importe comment. GBP-USD. Alors, je vous montre le graphique juste pour vous dire que je ne vais pas vous en parler puisque je me refuse de regarder les graphiques pour ne pas être tenté, de ne pas trader les graphiques contenant de la livre, le CAB, le GBP Yen, le GBP AUD, le GBP tout ce que vous voulez, l'euro GBP, puisque selon moi, c'est extrêmement dangereux que de le faire si on ne veut pas subir des situations dans le genre. L'analyse technique, c'est très très bien, c'est très propre. Hein, regardez, on casse, on casse, on casse, et ainsi de suite. Regardez d'ailleurs comment les extensions de Fibonacci que j'avais tracées mardi dernier sont parfaitement pertinentes. Donc quand on n'a plus d'historique avec l'Ishimoku, on trace les extensions de Fibonacci. Donc là, la prochaine étape, elle est là. Sauf que il suffit d'une déclaration du Premier ministre ou de je ne sais qui en Europe, voire même de Hollande, puisque j'ai lu dans Bloomberg, dans la presse américaine, que les déclarations de Hollande avaient provoqué, c'est le bouc émissaire mondial, notre pauvre François, tout est de sa faute, donc si Hollande ramène sa fraise concernant le GBP, tout est possible, donc je ne suggère pas de prendre le risque de trader un actif qui ne répond plus vraiment à l'analyse technique, mais aux déclarations politiques et liées au Brexit. AUD-USD, on vient de le voir, on va passer à Euro-USD, parce que Euro-USD est en train de vouloir nous donner un signal. Regardez, la semaine dernière, c'est exactement le même graphique que celui que j'ai tracé mardi dernier. C'est pour vous dire si ça bouge pas, puisque nous sommes le 11, donc mardi dernier, on était où mardi dernier? On était par là, bon je sais pas compter 11 moins 7, je sais pas faire, c'est trop difficile pour moi.
Et regardez, il n'y a pratiquement pas eu de mouvement. On était vraiment dans une zone de consolidation extrêmement serrée. Et là, j'avais tracé un support ici. Bon, mais il est en train d'être travaillé, mais alors la marge est faible parce que regardez en dessous, on a 1,1076, souvenez-vous. Donc peut-être qu'en très très court terme, on peut prendre des points ici, mais enfin, c'est pas facile. Maintenant, je pense que la probabilité que les prix viennent chercher le rectangle, avoir un plan de trading, c'est très bien. Avoir le timing pour rentrer, c'est autre chose. Donc on l'a sur AUD-USD. Là, je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup d'espace pour rentrer ici. La seule moyen de le faire, ce serait encore une fois de basculer sur l'unité de temps inférieure qui est le 15 minutes. Bon, je bascule très volontiers du H4 au 15 minutes, hein, comme vous l'avez vu. Je ne passe pas souvent par le H1. Voilà, donc on va hop ajuster le support. Regardez, ça c'est des mèches hein, qu'on voit sur le H4. Donc là, 1,11, on peut venir chercher 1,1075. Alors c'est peut-être faisable, mais c'est pas super simple. Puisque quand on n'a pas beaucoup d'espace, c'est compliqué après pour venir chercher, comment dirais-je, pour supporter les pullbacks, etc. Donc là, on peut peut-être faire ça sur du 5 minutes. Vous voyez, je m'adapte. C'est pas que j'aime trader sur du 5 minutes, sur du 15 minutes, ou quelqu'un me demandait quelles étaient les bonnes unités de temps. Mais elles sont toutes bonnes, on s'adapte en fonction à ce que l'on voit. Regardez, la tendance est très très belle sur le 5 minutes. Là, ça a stagné un peu. On a fait un petit range, vous voyez ce que je dis souvent. La tendance est très jolie. Hop, twist du nuage à droite de l'écran. Hop, range, on casse le range. Là, on est en train de faire le pullback, mais les prix ne sont même pas revenus jusqu'à la Kijun-sen, qui est 50% de retracement. Donc, soit on attend que les prix reviennent là sur le 5 minutes sur la Kijun et on observe ce que dessinent les chandeliers japonais, vous voyez, comme ils sont en train de le faire maintenant, des chandeliers japonais de retournement, et on peut éventuellement vendre pour revenir chercher cet objectif. Soit on attend que ça casse le pullback et on va chercher l'objectif suivant, qui est à 25-30 points en dessous, mais enfin, c'est pas si simple. Sinon, pour du plus long terme, si on veut être un petit peu plus patient, il faut attendre de casser ce rectangle, vous voyez, qu'on a sur le H4, hein, matérialisé par ce support, et puis ensuite les supports suivants, exactement comme on l'a fait pour GBP, AUD-USD, c'est pas comme ça qu'il faut tracer les lignes, si c'est comme ça. Hop, alors le problème c'est que je trace pas droit. Mais je prends cet outil parce que si je prends l'outil ligne, je cache les lignes de l'Ishimoku. C'est pour ça que je le fais. Puis après, on a quelques difficultés ici. Puis après, on va chercher le bas du rectangle. Vous voyez, tout ça, c'est les objectifs que l'on peut trader sur du court terme. Après, si on peut malgré tout garder le plan haussier, hein, puisque vous savez, en ce moment, le marché est nerveux entre les taux d'intérêt, les banques, la Deutsche Bank, les banques italiennes, le tapering de la BCE. C'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le nuage est si fin. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas simple en ce moment, c'est que réellement, il y a des périodes fastes et des périodes moins fastes, des temps forts et des temps faibles. Nous sommes dans un temps faible. Regardez, le nuage sur du H4 est extrêmement fin, révélateur d'une très faible volatilité. Comme on peut voir, ça reste des jours et des jours vraiment très serrés ici, puisqu'il y a de fortes attentes sur le marché, donc c'est un petit peu compliqué tout cela. Il faut vraiment être patient et avoir un très très bon timing, ou alors faire comme j'ai fait moi, avoir un bon signal bien clair, bien avec une forte probabilité que ça fonctionne, rentrer dedans, se contenter d'un trade, et puis tant qu'il n'y a pas une autre possibilité à forte probabilité, on s'abstient. On fait des débats sur Internet sur la corrélation entre le SP500 et le DAX, par exemple. Ça nous laisse du temps. NZD-USD. NZD-USD, bon ben là on a mince, j'ai oublié le terme chartiste, un arrondi. Là il y a le creux en poil à frire, le rounding bottom, et donc il doit y avoir le top rounding, je sais pas comment on l'appelle, mais enfin voilà, c'est un signal, hein, c'est une figure chartiste avec une ligne de coup qui doit se trouver quelque part par là. Voilà, ça a cassé. Donc il veut nous amener où le NZD USD, je ne sais pas. Alors comme je ne l'ai pas regardé depuis des lustres, ben vous voyez, je le découvre totalement devant vous. Je fais mon analyse comme si j'étais tout seul. Là je vois des points, donc j'essaye de les relier. Donc là je vois un premier objectif ici qui d'ailleurs correspond pile poil au plat SSB qui est ici. Vous voyez, tout se suit, tout se joint, qu'on fasse chartiste ou Ishimoku, en général, ça nous dit la même chose. Voilà, donc il y a un objectif ici, donc là on est sur une zone de support ici aussi actuellement travaillée. Regardez, donc si on casse ce niveau, attention à la survente, si on casse les 0,70-73, on peut aller chercher les 0,70-21, c'est-à-dire rien du tout, donc ça ne m'intéresse pas.
USD Yen. Alors USD Yen, on a une merveilleuse opportunité, hein. Vous savez que plein de gens veulent vendre USD Yen. Et vous savez aussi que Ishimoku nous dit qu'on ne peut pas vendre USD Yen, ou alors ce serait vraiment imprudent. Tant que cette SSB, on revient toujours à la même chose, à force de faire des revues de marché, l'avantage c'est que on retombe sur nos pieds. Je vous parle de ce niveau de support au niveau des 100 depuis des lustres. C'est un niveau extrêmement important. Regardez la poussée que nous avions eue ici suite à l'intervention de la BOJ en 2013, la poussée fulgurante des prix, et malgré la poussée fulgurante des prix, le marché sait que le niveau de 100 est un niveau fort de l'Ishimoku, il le voit, et donc on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois à le casser. Ce Marubozu le casse, on va chercher le plat SSB suivant, et ainsi de suite, on est allé chercher toutes les extensions de SSB, c'est vraiment très propre, et là en ce moment, on n'est rien d'autre qu'en train de faire la même chose. Regardez, si on ne tient pas compte des mèches, ça s'arrête sur cette extension de SSB qui est ici. Voilà, c'est un niveau de support aussi, cette extension de SSB, c'est extrêmement propre. Donc il est absolument impossible de vendre le yen tant qu'on ne casse pas à la baisse ce niveau. Et quand on aura cassé ce niveau à la baisse, il y en a un autre très proche. Donc c'est quand même un actif qui, selon moi, reste très haussier. Voilà, on est sur le niveau de 0,50% de retracement de toute la hausse. Donc c'est pas pour rien, hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas d'inversion de tendance. C'est toujours très haussier, ce n'est juste qu'un retracement, et encore une fois, le marché ne sait pas trop ce que veut faire la Banque centrale japonaise, donc il stagne. Donc vous voyez ce que je vous disais, une tendance c'est super, donc les gens voient la tendance, mais une tendance qui s'incruste, qui vient taper un niveau de support important sur les unités de temps supérieures, et tout cela forme un range sur le mensuel, on est plutôt sur la borne basse de ce range, donc la tendance est terminée. Donc nous avons ici un rebond à chaque fois, vous voyez, un premier rebond ici, un deuxième rebond ici. Là, on est sur un niveau de résistance. La question est de savoir si les prix vont parvenir à venir chercher la Kijun qui est ici sur le weekly. C'est pas simple, encore une fois. Il y avait possibilité d'acheter en bas, mais moi je n'achète jamais en bas les ranges quand on n'a pas de mèche. J'achète les mèches. Bon, exceptionnellement, des fois, je me laisse prendre par mes émotions, mes pulsions, ma cupidité, et je suis capable de faire le contraire de ce que je dis. Mais normalement, il me faut des mèches pour pouvoir acheter. Donc là, ça a rebondi. On est tout simplement en train de se diriger vers le haut de la dérive latérale qu'on a tracée déjà depuis longtemps. Rien de compliqué à tout cela. On est ici sur un niveau de résistance à l'intérieur de cette dérive latérale, et on a ici un autre 104,81 et puis 105. Donc on est à 104. Est-ce qu'on peut aller chercher les 104,81? Donc là, il y a plus d'espace, vous voyez, c'est la même chose un petit peu que les exemples que je donnais d'euro USD et de je ne sais plus quoi, NZD USD, il y a davantage d'espace, donc ça m'intéresse davantage. Donc je vais aller regarder ce qui se passe sur le H4, puisque maintenant que j'ai mon plan de trading, il faut que je trouve le timing. Vous voyez, regardez, comme cette résistance est belle, on pourrait par exemple effacer. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais matérialiser mes niveaux de résistance. On pourrait effacer le rectangle qu'on en a tracé sur les unités de temps supérieures et dessiner ici un range magnifique. Alors moi je vends pas l'USD Yen, hein, même dans les ranges. Éventuellement je l'achète, mais je ne le vends pas. C'est comme ça. Donc ici, regardez, point de contact, point de contact, point de contact. Donc il est évident ici qu'un reflux est possible. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé ici, hein. Le marché voit le range. Ici on a un signal en chandelier japonais. Dès cette étoile on pouvait vendre. Les prix sont revenus chercher le niveau de Kijun-sen ici qui soutient la tendance. Donc maintenant si on casse les 104,10, on va dire, je vois bien un 104,80, un objectif 105. 105 est un niveau important, est un niveau très important. Alors comment rentrer en position? On va essayer d'aller voir sur le H1. J'ai pas eu le temps de préparer mes écrans, parce que voilà. On va aller voir sur le H1. Alors c'est intéressant puisqu'on a une boîte ici aussi. Hop. Donc éventuellement, on peut s'appuyer ici si les prix reviennent. Admettons, supposons que les prix reviennent sur ce niveau, qu'ils fassent une mèche basse, qu'on ait une augmentation de volume avec les volumes qui vont bien, tels que vous savez qu'il faut les utiliser. Avec des chandeliers de retournement, il est possible d'acheter ici à 102,90 pour aller chercher les 104, c'est quand même beaucoup, voire tenir la position si on voit des chandeliers de retournement comme ça, on sort, vous voyez, avalement, pendu, toute une série de chandeliers de retournement, à ce moment-là on sort, de toute façon on a plus de 150 pips dans la besace, donc on peut essayer
d'être garder la position pour voir si ça casse ici, sauf si c'est la nuit. Et par contre, si ça ne revient pas là et que ça casse le niveau des 104,15, eh bien à ce moment-là, on pourra aller chercher les 104,81. Bon, encore une fois, c'est toujours la même chose. Là, le gros avantage, si ça venait à casser, c'est qu'il n'y a pas de surachat. La Tenkan a parfaitement suivi la tendance. Vous voyez, dès qu'elle s'en est éloignée, dès que les prix se sont éloignés de la Tenkan-sen, ils sont revenus la chercher puisque sa vocation est de coller au prix. Donc il n'y a pas véritablement de surachat. Si la Tenkan-sen veut bien monter ici, que ça casse ici, on peut mettre un stop dessous et aller chercher les 104,80. On perd ou on gagne, mais on a un super bon ratio, ce qui est toujours l'important. L'important n'est pas de gagner, c'est de rentrer en position avec des trades à forte probabilité de réussite et surtout avec un bon ratio. Parce que si on les perd, la prochaine fois on gagnera et on éliminera toutes nos pertes. Et on récupérera des bénéfices. Donc on peut aussi le faire sur du 15 minutes, encore une fois en dehors de toute statistique, en dehors de tout, attention, il y a un petit peu de surachat sur le 15 minutes, donc il faut laisser la possibilité au prix de redescendre de façon à ce qu'il n'y ait plus de surachat, voir comment est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur de cette zone, ou alors attendre de casser les 104,15, un pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, et on va chercher les 104,80. Donc nous avons deux plans de trading, nous avons un plan de trading à moyen terme sur l'AUD USD, c'est déjà pas mal. Nous avons un plan de trading ici pour prendre une petite 80 points, voire plus si ça descend en bas du range. Je vais essayer de les lister sur le blog comme j'avais fait la dernière fois pour en reparler mardi prochain. Nous avons un plan sur l'USD Yen, Euro Yen, tout est en range. Vous voyez, ça j'ai dessiné. Alors je vous ai dit, moi j'ai pris 30 pips ici. J'ai indiqué sur le forum qu'il y avait un signal de vente ici avec ce doji. D'accord, qu'il y avait moyen, encore une fois, d'aller chercher tous les objectifs à l'intérieur du range et que l'objectif final était dans le bas du range. Mais comme le marché me semble quand même relativement instable, etc., je me suis contenté. Boum, ça n'avait pas cassé un range que j'avais vu sur le 15 minutes. Ça a commencé à rebondir, j'ai encaissé, j'ai pris ma plus-value. Et n'oubliez pas que les pips, ça ne veut rien dire. On peut gagner 1000 euros avec 30 pips et ne gagner que 100 euros avec 100 pips. Tout dépend du capital que l'on investit, du levier en fonction de notre capital, en sachant qu'il ne faut jamais risquer plus de 1% de son capital par trade si on veut durer sur les marchés et avoir de bons ratios, sinon on peut commencer à dire au revoir à notre argent. Donc le signal que j'ai décelé ici et que j'ai partagé sur le forum est en marche, sur le moyen terme. Voilà. Bon, là on est sorti, là il n'y a rien à faire. Il faut attendre une nouvelle fois que la zone d'équilibre soit cassée, exactement comme sur l'AUD USD. GBP Yen, je ne regarde pas. AUD Yen, il est en range. J'ai failli le vendre hier soir. Failli faire une alerte sur le forum et le vendre hier soir. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'encore une fois, ça ne répond pas, ça ne correspond pas aux règles que je me suis fixées. Les règles que je me suis fixées pour ceux qui ont lu ma formation totale à l'Ishimoku, je consacre un très long chapitre au trading range, c'est que pour pouvoir vendre les hauts de range ou acheter les bas de range, j'ai besoin d'avoir une mèche, comme on a ici, plus des chandeliers de retournement. Ici, je n'ai pas de mèche. La mèche est importante, j'explique pourquoi dans la formation. Elle n'est pas là que pour faire joli. Elle est le reflet du combat entre les deux camps. C'est-à-dire que, pour faire vite, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, on va prendre ici la mèche basse qui est ici. Imaginez, les vendeurs ici ont vendu, avec cette configuration en étoile du soir sur le haut, sur la résistance. Ils ont vendu à 79 points. Ils arrivent en bas avec 76 points. Ils ont 300 pips dans la besace. Ils n'ont aucune raison de sortir de position. Ils peuvent tenir la position pour voir si le marché a cassé le support, puisque théoriquement, si on casse la borne d'un range, c'est pour inverser la tendance, ou en tout cas pour continuer la dégringolade, même s'il y a pullback, et donc on peut prendre beaucoup plus de 300 pips. Donc ils essayent de tenir la position. Mais les acheteurs qui ne se sont pas véritablement présentés dans le range, puisqu'ils voient le range, contrairement aux particuliers, vous voyez, il y a très peu de bleu, il y a quasiment que du rouge. Les acheteurs, ils attendent, comme nous ici, comme nous sur l'euro yen, où on dit c'est trop tard, on va attendre ici maintenant. Je reviens sur mon AUD yen. Donc l'exemple, il est ici. Donc les acheteurs, ils voient bien que le marché a atteint un support important, donc ils entrent en masse ici pour rejeter les acheteurs. La mèche, une fois que le chandelier a clôturé, montre aux vendeurs, j'ai dit le contraire, montre aux vendeurs qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur ce niveau. Donc les vendeurs se disent on n'arrivera pas à casser le support, ils sortent de position puisqu'ils ont perdu le combat de la frontière ici, c'est le reflet de la mèche, ça c'est le combat, vous voyez. Les vendeurs, ils ont essayé d'enfoncer le clou, les acheteurs les ont repoussés, c'est pour ça qu'il y a une mèche. Donc les vendeurs perdent ce petit combat, ils encaissent leurs bénéfices, il n'y a plus que des acheteurs et on a une remontée jusqu'en haut du range. Et rebelote.
et ainsi de suite jusqu'à ce que ça casse dans un sens ou dans l'autre. C'est pas compliqué, il suffit de savoir comment ça marche. Mais là, je n'ai pas eu la fameuse mèche qui me montre qu'il y a eu de combat, donc je n'y suis pas allé. Et contrairement à ici où on a une étoile, euh, une belle étoile de retournement, plus ici une formation en étoile du soir, c'est pour ça que je vous dis que les chandeliers importants, c'est ici, c'est même pas une couverture en nuage noir. Vous voyez, c'est plutôt, c'est pas extra. Donc on pouvait pas. Donc c'est pour ça que j'y suis pas allé. J'y suis pas allé. Qu'est-ce qu'on va dire encore? USD-CAD. Alors j'aime pas du tout l'USD-CAD, hein, ça casse, vous voyez, c'est du pétrole. Là, on a sous les yeux la difficulté de trader le pétrole, parce que le pétrole, il est réactif à la géopolitique, c'est-à-dire que l'analyse technique sur le pétrole, ça fonctionne, mais c'est un petit peu comme le GBP en ce moment. Il suffit que Poutine soit d'accord pour baisser la production de pétrole pour que ça remonte, mais que finalement le prince d'Arabie Saoudite éternue pour que finalement ça ressorte. Et on a un faux signal. C'est compliqué. J'aime pas beaucoup trader le pétrole. Alors parfois, quand il y a des signaux clairs sur l'USD-CAD, j'y vais. Mais voilà. Donc revenons au SP500, au DAX, et je finirai là-dessus. Je viendrai à vos questions. Donc on va regarder d'abord le DAX. Bon, mais ça c'est les graphiques que j'ai dessinés pour alimenter mes démonstrations sur Twitter et Facebook concernant la corrélation entre le SP500 et le DAX. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça ici, mais enfin c'est important parce que certains disent que ça n'a pas d'importance, blablabla, que c'est une histoire d'ego. C'est pas une histoire d'ego. Je vends une formation et dans cette formation j'ai ajouté un module qui s'appelle ma méthode de scalping. Et dans cette méthode de scalping, je montre, je démontre, je trade en live le DAX en regardant le SP500 et j'explique pourquoi. Donc je ne peux pas laisser dire que c'est stupide, que c'est idiot, que ça n'a pas de fondement, que je n'ai pas d'expérience en trading, que je vais pousser les gens à la perte, etc. Tout ce que j'ai pu lire par rapport à ça dernièrement sur les réseaux sociaux, il ne s'agit pas de moi, c'est-à-dire que je me dois de démontrer ce que j'avance. C'est une question de professionnalisme, même si je ne suis pas un professionnel du trading, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Si je dis quelque chose, je ne le dis pas au hasard et je comprends qu'il puisse y avoir des gens qui ne sont pas d'accord. Mais bon, les gens qui ne sont pas d'accord ne montrent pas beaucoup de graphiques et n'argumentent pas, parce que les gens qui ne sont pas d'accord n'ont pas bien compris ce que je voulais dire. Peut-être que je me suis mal exprimé. Donc, ça va être l'occasion de m'exprimer. Je dis que je trade le DAX à moyen terme, en intraday et en scalping en regardant systématiquement le SP500 et que je ne peux pas faire autrement et je démontre pourquoi dans la formation avec 6 vidéos dont vous pouvez donner votre avis si vous les avez acquises sur le livre d'or du blog. J'explique que si on a regardé, par exemple, hier soir, d'autant plus que ça a fait partie du débat, ce graphique, ce matin sur Twitter. Hier soir, ici à 16 heures, nous avons une cassure. Alors attendez, on va mettre un graphique H4 pour que l'on comprenne bien. Pour que je sois très clair. Ah oui, ce que je voulais dire avant de vous faire une nouvelle démonstration, qui en plus va être utile pour voir un petit peu ce que fait le DAX aujourd'hui, c'est que je ne dis pas qu'ils sont corrélés en pourcentage de progression. C'est ce que les gens qui ne me comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre essayent de me faire absolument dire. Je ne dis en aucun cas que si le SP500 prend 3%, le DAX va prendre 3%. Ou si le SP500 en perd 6, que le DAX n'en perdra qu'un. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que sur les niveaux de support et résistance, le DAX, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, sauf exceptions rarissimes, qui peuvent être par exemple une décision de banque centrale, je sais pas, moi imaginons que la Deutsche Bank eût fait faillite ou je ne sais quoi, sauf, et encore ça n'a pas eu d'incidence, la Deutsche Bank, sauf exception, quand le SP500 est sur un niveau de support-résistance, on doit se méfier de ce que l'on fait avec le DAX parce que le DAX va suivre ce que fait le SP500. Et donc, je vais utiliser l'exemple qui m'a été donné ce matin sur Twitter et sur Facebook hier pour démontrer une nouvelle fois ma théorie. Vous avez ici sur le H4 ce gap là, tout le monde l'a vu, j'en ai parlé des dizaines de fois. Les prix avaient rebondi ici. Regardez, d'ailleurs, ici nous avions eu une fausse cassure du DAX et ici, au même moment, lorsqu'on avait cette fausse cassure du DAX, le SP500 rebondissait sur son triangle que je vais vous montrer immédiatement après. Et donc, nous avons eu un faux signal de vente qui a cassé ce signal sur le DAX et le DAX est reparti de l'avant parce qu'il a suivi le SP500. Enfin, je veux dire, c'est une conviction absolue, mais il suffit pas d'être convaincu, il faut le démontrer et c'est ce que je fais ici et maintenant.
Hier soir, donc le DAX est venu, vous voyez, il a buté de très nombreuses heures, plusieurs jours ici, regardez, sur la borne haute du gap. Vous savez que la borne basse d'une fenêtre et la borne haute d'une fenêtre sont des niveaux de support résistance. Le tout doublé par cette trendline qui est ici, ok, en vert pointillé. Hier, le DAX à 15 heures casse à la fois, pour la première fois, regardez, ça n'était pas arrivé, il y avait que des mèches. Le DAX à 15 heures, on va repasser sur le H1 après, il casse à la fois la borne haute du gap, donc vous allez me dire si ma démonstration n'est pas explicite, et il casse avec ce chandelier la trendline. Le gars qui ne fait que et uniquement que regarder le DAX, il n'a pas Ichimoku, il voit pas que les prix peuvent être bloqués par Shikuspan ici, supposons qu'il n'ait pas Ichimoku, puisque les personnes en question n'ont pas Ichimoku. Donc, la personne qui voit cette cassure de la fenêtre haute du gap, qui n'a pas été cassée pendant de très nombreux jours, et aussi la trendline qui n'a pas été cassée pendant de très nombreuses séances, qu'est-ce qu'il voit ici? Soyons honnêtes, francs. Il voit un signal d'achat. Donc, on peut tout à fait envisager d'acheter le DAX ici. Admettons qu'on n'ait pas vu le surachat, on peut tout à fait acheter le DAX ici. Et le gars, il comprend pas pourquoi d'un seul coup il y a un chandelier de retournement et que ça redescend de presque, hier on est monté jusqu'à 10 650 et c'est redescendu jusqu'à 10 000. Admettons qu'il n'ait pas eu un stop suffisant, il prend 90 points dans les dents. Pourquoi? Alors, on y retourne. Donc c'est 16 heures, on a dit, hein, on est bien d'accord, 15 heures, aux alentours de 15 heures, 16 heures. On retourne sur le SP500 maintenant. On bascule sur le H4. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le rebond en bas du range, malgré le faux signal de vente que nous avions eu sur le DAX, avait eu lieu ici, quand le SP500 a rebondi sur son triangle. Et c'est bien, et on ne peut pas me dire le contraire, c'est bien parce que le SP500 a rebondi ici sur son triangle que le DAX est reparti à la hausse. Ou alors, comment est-ce que vous expliquez que ici en bas, ce signal n'était pas bon? Pourquoi est-ce que ça casse ici et que d'un seul coup, ça chute vertigineusement, que plein de traders vendent et que d'un seul coup ça repart à la hausse? Parce que les traders en question n'ont pas regardé le SP500. S'ils avaient regardé le SP500, ils auraient parfaitement vu que ça rebondissait ici sur la base du triangle. Donc regardez, j'ai entouré hier ici 15 heures, vous voyez, j'ai bien montré 15 heures. Alors attendez, je vais aller jusqu'au bout puisque, excusez-moi, je m'agace un peu. Il faut pas que je m'agace. C'est pas de l'agacement, c'est de la passion. Voilà. Donc je vais vous montrer les deux graphiques côte à côte, comme ça, hop. Voilà. Les deux graphiques côte à côte, que je ne dise pas. Donc là, regardez, vous voyez, en orange en bas de l'écran, là, ici, on voit les horaires. Donc vous voyez bien ce chandelier à 15 heures de cassure du DAX avec un faux signal. Et les gens me disent, il n'y a aucune corrélation. Regardez ici à 15 heures ce que fait le SP500. Je pense que la démonstration est faite et que j'ai même pas besoin d'en rajouter. Regardez, le SP500, il tape ici de nouveau son triangle, on peut réajuster la ligne ici, il tape son triangle, il fait une étoile ici, et poum, il repart à la baisse. C'est la raison pour laquelle, et c'est bien 15 heures, on est d'accord? Regardez, il y a bien écrit 15 heures en bas. On est d'accord? Donc à 15 heures, ici, le SP500 est rejeté sous la borne haute du triangle. Conclusion, bilan. Le DAX ne parvient pas à casser sa résistance, pourtant il donne bien un signal. Donc ce que je dis, ce n'est pas que le machin va baisser de 3% et l'autre de monter de 2%. Ça, c'est les gens qui font semblant de ne pas me comprendre. Je dis qu'on ne peut pas acheter le DAX si au même moment, comme vous le voyez ici, le SP500 est sous résistance et qu'il reflue sous résistance. C'est ce qui s'est passé. D'accord? C'est ce qui s'est passé. Très bien. La démonstration est faite. Donc, je dis que le SP500 est un excellent indicateur pour trader le DAX, pour ne pas se faire avoir par les fausses cassures, pour anticiper des rebonds sur les supports, etc., en fonction de ce que fait le SP500. C'est exactement la même chose si on reprend l'exemple qui est ici. D'accord ? Imaginons qu'on s'apprête à vendre ce qui s'est passé ici, le DAX. Si le SP500, au même moment, comme je vous l'ai montré, il n'a pas cassé son support, on ne peut pas vendre le DAX. On va se prendre un faux signal dans les dents. Ça fonctionne toujours comme ça. Et là, je viens de le démontrer une nouvelle fois. Donc, je sais de quoi je parle. De la même manière que si le DAX est en train, imaginons, est en train de rebondir sur son... Imaginons que ce marteau ici se fasse sur la borne basse du range du DAX. On a un signal d'achat ici sur le DAX. Et pourtant, si au même moment le SP500 enfonce son support,
je vous garantis que la probabilité, il n'y a pas de certitude, que la probabilité est très forte pour qu'ici aussi nous ayons un faux signal d'achat sur le DAX et qu'il ne faille pas acheter le DAX et que malgré le signal de rebond sur la borne basse, il faille s'apprêter à le vendre puisqu'il va suivre le SP500. Voilà, voilà. Donc ici, regardez, le SP500, le DAX s'écroule. Ici, vous voyez, il fait un gap, il s'écroule. Au même moment, 8 heures, 8 heures, 8 heures. Au même moment, le SP500 ne parvient pas à enfoncer son support. Le DAX rebondit, c'est pas compliqué. Et là, ici, regardez, il est sous résistance. Est-ce qu'il va casser cette résistance? Même s'il la dépasse, jamais de la vie j'achète, puisque le SP500 au même moment est sur support. Et même si les marchés américains sont fermés le matin et qu'on n'est que sur futur. D'ailleurs, regardez, le SP500 ici et maintenant en temps réel ne parvient pas à progresser, le DAX ne parvient pas à casser sa résistance. C'est pas compliqué, c'est simplissime. On va aller voir sur du 5 minutes. Ça c'est, regardez, c'est du trading de robot. De toute façon, quand c'est comme ça, on ne fait rien. Sur du 5 minutes, regardez ici. Ici, il était 9 heures du matin. 9 heures du matin, paf, on peut imaginer ici que ça a dégringolé avec ce superbe chandelier rouge. 9 heures du matin, cherchons 9 heures du matin. 9 heures du matin, 9 heures du matin, le SP500 reprend de la hausse, bilan, ça ne s'enfonce pas sur le DAX. Voilà. Ici, regardez, le SP500 est en train d'être rejeté de nouveau, le DAX ne parvient pas à casser sa résistance. Voilà, j'ai fait la démonstration, excusez-moi, j'espère ne pas vous avoir ennuyé avec ça. Je vais voir si vous avez des questions. Alors, il y a des blagues que je ne dirai. Bonjour Patrick, je suis à la bourre, il n'y a pas de problème, Gildas, comment vas-tu? Salut Greg. Une droite aussi, il faut 3 points. Oui, il faut toujours 3 points pour qu'une droite soit valide. On peut toujours tracer 2 points, mais pour qu'elle soit valide, il faut lire les bases du chartisme. 40 points à 1 euro. Oui, tout à fait, mais c'est une question de capital. C'est-à-dire que, Daniel, j'imagine que tu réagis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que les pips, ça ne veut rien dire. Si tu as 2000 euros de capital, c'est pas pareil que si tu en as 100 000. Donc la personne qui a 100 000 euros, elle peut utiliser un levier qui de toute façon fera que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle ne perdra pas 1%, elle ne perdra jamais plus de 1% de son capital, mais le levier ne sera pas le même que celui qui a 2000 euros et qui ne doit pas perdre plus de 1%, soit 1 euro, soit 20 euros. Donc effectivement, si tu fais 40 pips à 40 euros, c'est pas pareil que si tu fais 40 pips à 10 centimes. Mais c'est pas les pips qui vont faire que tu vas gagner plus ou moins d'argent. C'est vraiment le capital, la proportionnalité du risque et du gain, du ratio risque-reward entre le capital et le trade. Le DAX, point d'interrogation, Daniel, je sais pas ce que tu... Le DAX, c'est le GR30, c'est l'indice allemand, l'équivalent du CAC 40 allemand. Superbes analyses encore une fois. Est-ce que tu peux faire une courte analyse du silver? Oui, je vais le faire. J'ai suivi le débat sur Facebook d'Iocine et vos contradicteurs ne donnent aucun argument. Ils sont contre par principe et c'est tout. Bon, ils ont leurs arguments, mais bon, c'est comme par hasard, ça arrive au moment où je propose un module de formation de scalping en regardant le SP500. Bref, peu importe. Là, je pense que ma démonstration a été faite. Pour l'un, d'ailleurs, il est dans l'outrance en disant n'importe quoi. Bon, mais de toute façon, c'est pas très grave. Que faire ici et maintenant sur le DAS en scalp? Rien. Je vais te dire pourquoi, Kader. Je viens de finir le livre de Steve Nisson, me dit Landry, et suite à ma lecture, il me semble absolument important de le lire si on veut bien comprendre la formation. C'est essentiel. Les chandeliers japonais, je ne sais pas comment est-ce que l'on fait pour trader sans savoir lire les chandeliers japonais. Donc qu'est-ce que l'on peut faire en scalping ici et maintenant sur le DAX? Selon moi, Kader, mais encore une fois, ce que je dis n'engage que moi, je ne prétends pas... je dis tel que je vis moi les choses. Quand on voit des chandeliers comme ça, regarde, ça c'est le SP500. Des chandeliers qui mèchent dans tous les sens. Ça, il n'y a pas d'humain en train de trader. C'est des algorithmes, c'est pas propre, c'est binaire. On s'abstient. C'est trop compliqué de trader dans ces conditions-là. En tout cas, pour moi, c'est trop compliqué. Pour les cracks des réseaux sociaux, c'est peut-être très très facile, mais regarde, sur du 1 minute, regarde à quoi ça ressemble. Ça ressemble à pas grand-chose.
il y a des trous de cotation partout, des doji qui s'enchaînent. Ça, c'est du trading d'algorithme. Tant que c'est comme ça, on laisse tomber. C'est d'ailleurs souvent pour ça que quand je scalpe l'après-midi. À partir du moment où les Américains rentrent dans le jeu. Si on regarde le DAX, tiens, regardez, soit dit en passant, vous voyez, tout à l'heure, je disais le DAX est sous résistance. Est-ce qu'il va casser la résistance? Là, il y a des gars, je peux vous le garantir, ils s'apprêtent à acheter. Et j'ai dit non, tant que le SP500 est rejeté sous son support. Boum, il a été rejeté sous son support, pim, le DAX a reflué. Donc alors c'est toujours possible de trader en scalping là, mais regarde, là, 10 629, ça bouge pas. 10 628, c'est difficile de faire du scalping quand il n'y a aucune volatilité. En tout cas, moi, j'ai du mal. Regarde, depuis que je suis en train de te montrer ce graphique, ça ne bouge pas d'un point. Voilà. Et d'un seul coup, ça va, poum, 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 ça va faire des mèches comme ça profondes dans tous les sens. C'est extrêmement dangereux. Le silver m'a demandé Patrick, donc on va aller regarder le silver. XAG. Alors XAG, il a fait une belle cassure il y a quelques jours. Boum, il s'est pris une belle gamelle. Donc le silver, voilà, H4, je le regarde pas beaucoup, mais je l'ai quand même sous les yeux. Donc qu'est-ce que fait le trader qui utilise Ishimoku? Il regarde pas les prix, il regarde pas les lignes de l'Ishimoku, il regarde l'orientation du nuage. Donc il voit que lorsque le nuage est totalement à l'horizontale et que ça twiste sans arrêt, c'est qu'on est forcément en range, voilà. Ensuite, le range a cassé avec ce superbe chandelier. Le nuage s'oriente désormais à la baisse. Nous sommes maintenant dans une tendance baissière. La survente a été résorbée. Je suis étonné que la Kijun soit là, 50% de tout ce mouvement. Enfin bon, bref. Donc là, le H4 ne me dit pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, on doit avoir du nuage en plein milieu et qui twiste sans arrêt sur le M15. Voilà. Si ça casse par le haut, la probabilité qu'on revienne tester le haut du range est très très forte. Si ça casse par le bas, là, théoriquement, ça nous donne un nouveau signal de vente. Un nouveau signal de vente pour atteindre quel objectif? Comme on ne peut pas le voir sur le H4, on va le voir sur le graphique journalier. Et là, on a déjà quelques informations. Donc déjà ici, nous avons un niveau de support résistance important. Regarde. Souvent, le marché, il fait ça, hein, il fait des cubes. Voilà, je vais vous montrer. Il casse. Si j'arrive à agrandir ce truc. Bon. Le marché, il fait des trucs comme ça parfois. D'ailleurs, regardez, le nuage est bien à l'horizontale ici. Ça, c'est classique. C'est du grand classique. Donc là, il n'a pas réussi à progresser. Et visiblement, là, il a cassé, il est sur ce niveau de support. La probabilité pour qu'on revienne chercher ce niveau ici à 15, 98, 16 est importante. Après, si on est dedans, bien. Si on n'est pas dedans, est-ce qu'on peut vendre là tout de suite maintenant? C'est un petit peu délicat. Puisque si on attend au moins un retracement de 50%, voilà, boum, vous voyez, c'est toujours, le plat qui jaune est toujours le niveau de 50% de retracement Fibonacci. Ici, on a 38,2, il faudra au moins que ça retrace à 38,2, ou alors attendre, comme je dis ici, de casser les 17,30. Si on casse les 17,30, pourquoi pas aller chercher les 16, et tant qu'on ne casse pas les 17,30, la probabilité de faire un pullback, au moins sur ces lignes de l'Ishimoku, est importante. Voilà. J'espère avoir répondu correctement à la question. Il est où mon... Mince, j'ai effacé les questions. Alors attendez, affichage, questions, je vais les remettre, voilà. Merci. Ok, Patrick, de toute façon, t'hésites pas. Hein. Peut-on l'utiliser avec Ishimoku aussi? Alors attends, le début. Que penses-tu de Eikenashi? Alors Eikenashi, j'ai testé, c'est très bien. Oui, bien sûr qu'on peut l'utiliser avec Ishimoku, c'est vraiment pas mal. Mais de par mon expérience, moi je connais très très bien les chandeliers japonais. Je pense que je suis pas loin de maîtriser la lecture des chandeliers japonais. Donc quand on maîtrise les chandeliers japonais, Eikenashi semble un peu fade, à mes yeux, c'est mon point de vue. Je trouve que les chandeliers Eikenashi vont être moins réactifs. Ouais, là, avec l'avalement qu'on a ici, on a directement et immédiatement une information avec les chandeliers japonais. Les Eikenashi vont mettre plus de temps que cela à se retourner. C'est facile, les Eikenashi, c'est facile, il n'y a rien à apprendre. C'est basique.
Mais si c'est si simple et basique, c'est peut-être pas pour rien. Et s'il y a beaucoup de choses à apprendre sur les chandeliers japonais, mais ça s'apprend, hein, puis finalement, il n'y a pas tant de figures que ça à retenir, c'est peut-être pas pour rien non plus. Les chandeliers japonais, ça a des milliers d'années. Perso, Eikanashi, je trouve que c'est très bien, il n'y a rien à dire, ça fonctionne, j'ai essayé, c'est bien, mais c'est un petit peu tardif et un peu les chandeliers japonais sont beaucoup plus réactifs et reflètent surtout la psychologie des intervenants, ce que les Eikanashi ne font absolument pas. C'est-à-dire que les chandeliers japonais, ils expliquent des choses, les mèches ont un sens, les figures ont un sens, ça indique l'état émotionnel et psychologique de la masse par rapport à des niveaux de support résistance. Et comme les professionnels du trading savent lire les chandeliers japonais, et que le trading c'est une question de masse, d'agissement de masse, de psychologie de masse, donc quand les traders voient sur une droite de tendance un chandelier japonais de retournement, ils le voient de suite, et d'ailleurs, poum, regardez ce que ça donne. Vous voyez, donc ils savent les lire, donc quand tout le monde voit la même chose au même moment, tout le monde agit de la même manière, et on peut suivre le mouvement. Et Ikanashi, il va réagir aussi, mais il va avoir besoin de plus de temps pour ce. Donc on va rentrer un peu tardivement. Les ratios seront moins bons. Ce n'est que mon point de vue et on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Oui, il vaut mieux apprendre les chandeliers japonais, tout à fait. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais aller regarder sur l'autre chat de Central Chart. Ok. Il n'y a visiblement pas d'autres questions sur le Central Chart non plus. Mais j'arrive pas à relancer la page. Alors. Ah voilà. Donc je vous souhaite une excellente matinée, une très bonne fin de journée. Merci Greg, qui me dit limpide. Merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Alors pas trop sur les réseaux sociaux, je vais rester sur le forum parce que je suis agacé et je ne dois pas montrer mon agacement en public. Bye bye, à bientôt.